Bien, donc je vais à la fois vous parler autour de cette fouille du dégel sous l'herbe, mais plus globalement par rapport à votre programme de cette année, parler de l'archéologie contemporaine et des questions qu'elle peut poser. Donc normalement, l'archéologie, c'est ça, hein, c'est pour ça que vous avez toutes et tous choisi d'être archéologue, c'est pour trouver des trésors, j'imagine. Et malheureusement, au fil du temps, l'archéologie, c'est devenu ça. Donc là, c'est un de mes premiers chantiers de fouilles quand j'étais étudiant à Pincevent avec André Laura-Gourand. Comme c'était début mai 68, la fouille n'a pas duré très longtemps cette année-là. Et les objets que trouve désormais l'archéologie sont de moins en moins visibles. Et ici, c'est même de l'ADN, hein, puisque vous savez que maintenant, depuis quelques années, c'est devenu très, très porteur. Donc, même au microscope, ça ne se voit plus. Et on s'est intéressé aussi de plus en plus à des choses moins nobles, touchant à la vie quotidienne, à l'hygiène, à la santé, etc. Donc, comme ici, pour une fouille allemande du XIIIe siècle, mais aussi, comme vous savez, l'archéologie contemporaine qui a été faite par William Rajday. À droite, c'est la couverture de son livre. Il est décédé il n'y a pas très longtemps, et c'est lui qui avait lancé dans les années 70 l'archéologie des poubelles, donc la garbologie, dont parlait à l'instant Agnès Bocker, et qui, pendant toute une année, avec ses étudiants, il a fait étudier un échantillonnage des poubelles de la ville de Tucson en Arizona, avec des résultats non triviaux, comme le fait que il y avait à peu près 20% de la nourriture qui était jetée dans l'emballage d'origine, qui n'avait pas été ouvert, soit parce que la date de péremption était passée, soit parce que les gens étaient débordés par leur stock, et aussi que c'était les classes moyennes qui gaspillaient le plus. Les classes les plus pauvres n'avaient pas les moyens de gaspiller, et les classes supérieures, visiblement, géraient mieux leur stock. Alors, assez étrangement, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment fait école. En tout cas, je ne connais pas d'équivalent en Europe, à part une exception qui est celle-là de photographes paparazzi, Mouron et Rostin, spécialisés plutôt dans les photos de stars, et qui ont publié un livre qui s'appelle Autopsie, dans lequel ils ont étudié les poubelles, hein, ils ont pris des échantillons de poubelles d'un certain nombre de stars. J'ai écrit la préface de ce livre, donc c'est juste un beau livre, comme on dit, avec là en haut à droite, si je me souviens bien, c'est les poubelles de Madonna. Donc vous voyez, c'est plutôt sain. Et également, ils ont pris un échantillonnage dans chaque pays, poubelle de riches, poubelle de pauvres. Voilà, en bas à gauche, ça se passe au Malawi. Il y a une constante, c'est qu'à peu près riche ou pauvre, ou star ou pas, en général, vous trouvez toujours une canette ou une bouteille de Coca-Cola où qu'on soit dans le monde. Mais cela dit, c'est amusant, je le citais comme seul exemple que j'ai trouvé justement un peu récent de garbologie, à part l'équipe de Rasché. Mais en même temps, c'est pas un travail scientifique. En plus, si vous videz votre poubelle sur un drap noir, vous trouverez toutes sortes de détritus organiques, de marc de café, d'arêtes de poisson, et là, il n'y en a pas. Donc, il y a eu tout un travail esthétique avant. Alors, je reviens à l'art, et de même que l'archéologie, c'était les trésors, l'art, normalement, c'est ça. Mais il s'est passé un événement en 1828, en haut à gauche, c'est la première photographie qui est due à Niepce, à Chalon-sur-Saône, qui fait qu'à partir de ce moment-là,
l'art n'a plus besoin de reproduire le visible, mais comme a dit le peintre Paul Klee, au contraire, il rend visible. C'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de se donner du mal pour se rendre compte de la réalité, mais on va rendre compte de ses impressions, comme ici Claude Monet sur cette vue de Londres. Et à partir de la deuxième moitié du 19e siècle et tout le 20e siècle, va se poser le problème de l'art. Qu'est-ce que l'art? Qu'est-ce qui fait que quelque chose est de l'art, dont la célèbre fontaine de Duchamp en 1911 ce qu'on a appelé c'est ready-made, c'est-à-dire que tout n'importe quoi peut être un objet d'art et il suffit de le décider. Et à ce moment-là, à partir de l'entre-deux-guerres, mais surtout après la dernière guerre, va se développer des démarches artistiques dans lesquelles on va incorporer des déchets, c'est-à-dire des démarches artistiques éminemment archéologiques. Donc, au départ, l'archéologie, c'est une histoire de l'art en même temps. On ne s'intéresse qu'aux objets d'art. Mais là, au contraire, les artistes, dans une espèce de démarche inverse, vont s'intéresser aux débris de ce qui peut rester des sociétés. Et un des premiers à l'avoir fait, c'est l'allemand Kurt Schwitters, donc entre les deux guerres, qui, vous voyez ici, fait un texte éminemment archéologique, puisqu'il fait la liste de tout ce qu'on peut ramasser, morceaux de bois flottés qu'on trouve dans les greniers, et il dit que c'était là, en quelque sorte, un point de vue social et sur le plan artistique, un plaisir personnel, mais donc un point de vue social sur la société. Et donc, c'est un des premiers à faire, donc on est dans les années 20 et 30, et des collages à partir de toutes sortes de débris qui est ramassé dans la rue. Et il avait envahi complètement toute sa maison d'une espèce de sculpture gigantesque et monstrueuse qu'il appelait le Merzbau, mais qui a été détruite pendant la guerre par les bombardements américains. Donc ça, c'est une espèce de reconstitution partielle de ce que ça pouvait être. Mais cette idée de récupération, elle est néanmoins beaucoup plus ancienne, puisque les civilisations sans arrêt récupéraient ce qu'il pouvait y avoir d'ancien. Au Moyen-Âge, une partie des vestiges romains vont servir à faire de la chaux dans des fours à chaux. Et là, vous avez l'exemple de la ville de Arles, où les arènes romaines, ici, ont dans un premier temps été transformées en château fort défensif, et puis ensuite complètement squatté par des habitations. Et c'est seulement à partir du 19e siècle que la municipalité a racheté progressivement les maisons pour refaire les arènes telles qu'elles sont. Là, on est à la basilique Saint-Marc à Venise, où les Vénitiens, ayant grâce à une des croisades pillées Byzance, ont incorporé cette statue des tétrarques, donc des deux empereurs et des deux sous-empereurs que vous avez à l'angle de Saint-Marc. Ou ici, un vase de l'âge du fer en Allemagne qu'on a recustomisé avec tout ce contexte en argent. Donc ce rapport comme ça au passé et cette réélaboration, c'est une idée par ailleurs relativement ancienne. Et le sculpteur Auguste Rodin, donc bien connu pour son penseur entre autres, était aussi un grand amateur d'antiquité. Il avait une grande collection et il récupérait d'authentiques vases archéologiques comme ici, mérovingiens ou âge du fer, et dans lequel il mettait ces statues qui semblent sortir des poteries. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'on aurait toujours le droit de sacrifier comme ça des vases archéologiques. Les surréalistes en France, comme André Breton, sont intéressés
par exemple, à ce type de vestige qui est en Martinique en 1902, une éruption du grand volcan qu'on appelle la montagne Pelée, qui, en une nuit, a détruit toute la ville de Saint-Pierre avec 30 000 morts. Tout le monde est mort, sauf l'unique occupant de la prison. Et tous les objets ont été comme ça refondus. Et c'était une fascination justement pour Breton. Alors, là, on était dans l'entre-deux-guerres. Ensuite, il y a la guerre proprement dite, qui c'est avec 60 millions de morts. Ce qui fait que, si vous regardez l'histoire de l'art, juste après la guerre, il y a une sorte de, à part la peinture très traditionnelle, dans l'art un peu haut de gamme, il y a plutôt une espèce de refuge dans la peinture abstraite. La réalité n'est pas forcément agréable à voir. Mais ça ne va avoir qu'un temps. Et bientôt, il va y avoir un retour des objets, de l'intérêt pour les objets et de continuation de la méthode qu'on a vue avec Schwitters. Vous avez par exemple l'artiste new-yorkais Rauschenberg qui fait cette déclaration typiquement archéologique. Donc il ramasse les pneus, les boîtes, les cartons et il en fait de l'art justement à partir d'objets ordinaires. Un autre, Edward Kienholz, ici avec son épouse, on fait toute une série d'installations que vous avez dans la plupart des grands musées d'art contemporain dans le monde, et en même temps installations critiques, donc avec des vrais objets, et ici une critique donc de l'opération illégale donc de l'avortement tel qu'il était pratiqué de manière clandestine avant d'être autorisé. Ici, le siège arrière de la Dodge 38, où vous avez l'évocation d'un couple qui fait l'amour sur la banquette arrière, donc pour évoquer justement le caractère un peu sordide qu'il peut y avoir dans certains cas où on est en marge de la société avec les bouteilles de bière, etc. Et Kienholz également, c'est une déclaration éminemment archéologique. Je ne commence réellement à comprendre une société que à travers ces braderies et ces marchés aux puces. C'est pour moi une forme d'éducation et d'orientation historique. Je peux voir les résultats des idées dans ce qu'une civilisation jette. Donc on est vraiment dans l'archéologie, mais justement dans l'archéologie du quotidien. Et là, c'est une œuvre de lui, der Volksempfänger. C'était la radio du peuple sous le nazisme. Récepteur du peuple, c'était une radio qui ne pouvait capter que la radio officielle du Troisième Reich. Donc, il met ensemble ce poste sur une étagère normale, un obus et puis une photo d'un cheval et d'un soldat gelé pendant la bataille de Stalingrad. Et donc ça, c'est ce qui se passait aux États-Unis. Et strictement au même moment, ça va se développer en France avec un mouvement qui s'est baptisé Nouveau Réaliste, ce qui est un terme qui a été inventé par un critique d'art, Pierre Restany, vous avez le nom. Donc c'est un manifeste signé 27 octobre 60. Les nouveaux réalistes ont pris conscience de leur singularité collective. Le nouveau réalisme égale nouvelles approches perceptives du réel. Donc on va incorporer les objets. Donc une douzaine de nouveaux réalistes, ici Armand Léglé qui déchire les affiches, Tinguely qui fabrique ces machines très, très bizarres, Dufresne, Martial Rennes, ici il y a écrit Yves Le Monochrome, mais c'est Yves Klein qui fabrique ces peintures particulières, et ici Heinz,
Et là, donc, l'article dont je vais parler plus en détail, qui signe Spörri Feinstein, donc Daniel Spörri Feinstein. Feinstein, c'est le nom de son père, qui a été assassiné, et je reviendrai plus tard, dans un pogrom en Roumanie. Spörri est le nom de sa mère, qui était suisse d'origine. Même en deux, donc un autre nouveau réaliste, c'est César, que vous avez ici, mais d'autres, parallèlement, faisaient des démarches un peu identiques, comme Picasso avec ce taureau, puisque c'était un féru de corrida fabriqué avec un guidon et une selle de vélo. Et le déjeuner sous l'herbe dont je vais vous parler, c'est passé dans un domaine près de Paris, dans la ville de Jouy en Josas, le domaine dit du Moncel, qui était un endroit dans les années 70-80, un endroit assez branché, les milieux de l'art. C'est là où la Fondation Cartier pour l'art contemporain s'installe à partir de l'année 84. Et où il y a donc toute une série de réalisations des nouveaux réalistes. C'est pas vraiment un musée de plein air, parce que c'est resté un domaine privé d'un mécène qui ensuite a fait faillite, et ça a été racheté, j'y reviendrai à la fin, par des promoteurs immobiliers. Donc là, vous avez une sculpture de César, vous voyez, elle est très grande, ça fait 15-20 mètres de haut. Ça s'appelle Hommage à Eiffel, parce que c'est des morceaux de Tour Eiffel recyclée. La Tour Eiffel, elle s'abîme, hein, elle a bientôt 150 ans. Donc régulièrement, on retire les pièces trop rouillées et qui vont être remplacées par des neuves et qu'on jette au rebut. Et donc, César, dans ce cas-là, l'un des nouveaux réalistes, les récupère et les assemble dans cette gigantesque structure. Méléglé, donc, lui, travaille en récupérant des affiches et en déchirant des affiches. Armand, lui, fait un certain nombre de réalisations, mais notamment dans une galerie qui s'appelait la galerie Iris Clair, toujours dans les années 60, Klein avait fait une première exposition qui s'appelait Le Vide, c'est-à-dire qu'il y avait absolument rien à voir, tout était vide. Et ensuite, Armand a fait le plein, c'est-à-dire qu'il a rempli la même galerie avec toutes sortes de débris, comme ici, tous ces cajots de légumes tels qu'ils existaient jadis avant l'invention du plastique. Et c'est aussi un fabricant d'objets archéologiques qui détruit, il y a des vidéos performances où il détruit toute une pièce à coups de marteau, il brûle les objets. Donc là, vous avez un fauteuil détruit comme ça et brûlé par Armand, ou ici une poubelle, donc toute une poubelle qui est déversée, qui a été prise ensuite dans du plastique, figé dans de la résine, donc tout le contenu de cette poubelle. Donc on est bien dans la démarche archéologique. Et Armand, toujours dans ce domaine du Moncel à Jouy en Josas, où vous avez vu la sculpture de César à l'instant, a également fait sa plus grande sculpture, qui s'appelle le Long Term Parking, parce qu'effectivement les voitures sont parquées pour longtemps sur ce monument qui doit faire une vingtaine de mètres de haut, avec toute une série de voitures que vous voyez ici, y compris c'est une voiture qui s'est garée, mais tout n'est pas partout, mais monument. Voilà, un peu plus près. Et là, c'est Daniel Spörri dont on va reparler, qui est en 2009, au moment où on mettait en place la fouille, on retrouve ce monument de Armand. Et donc, Daniel Spörri, beaucoup plus jeune, en 1964, donc un artiste, un réfugié politique de Roumanie qui arrive en Suisse. Sa mère était suisse. En 1942, qui va d'abord devenir danseur étoile à
à l'Opéra de Berne, et puis qui va rencontrer Tinguely et le groupe des Nouveaux Réalistes, et qui va donc passer de nombreuses années en France, et qui va travailler justement sur tout ce qui est débris contemporains. Donc là on est en Allemagne, à Cologne. Il va aussi beaucoup s'intéresser à la nourriture, hein, au Eat Art, EAT, dont il est un des fondateurs, et donc beaucoup au contenu des poubelles. Et une de ses spécialités, c'est de figer des choses, enfin une table avec tout ce qu'elle contient, et de le verticaliser, de le mettre sur le mur. Donc il y a plein de musées d'art contemporain où vous avez tous ces ce qu'il a appelé lui-même des tableaux pièges, qui sont l'ensemble des objets figés et verticalisés. Voilà un rapport, par exemple. Donc tout est figé. Les mégots de cigarettes, comme ici, les restes de vestiges, donc ce qui demande aussi des procédés techniques pour que ces restes alimentaires puissent se conserver indéfiniment. Et là, il a un petit fascicule qu'il a publié qui s'appelle Topographie anecdotée du hasard, où il décrit, enfin, il fait le plan de tous les objets qui se trouvent sur son bureau. Donc là, vous avez ce plan qui est éminemment archéologique, et puis il y a une description soigneuse de ces 80 objets. Donc vous voyez, bouton de sonnette en bakélite brune, très belle bouteille bleu foncé, donc strictement comme un catalogue archéologique. Donc anecdoté du hasard, parce que c'est effectivement tout ce qui avait pu arriver sur son bureau à cette époque-là. Et puis, à un moment, il commence à en avoir assez de ce procédé du tableau piège, et il décide d'en faire un dernier qu'il va appeler l'enterrement du tableau piège, ou aussi le déjeuner sous l'herbe, puisque, comme on va le voir, ça se passe sous l'herbe. Donc, je vais y revenir plus en détail, mais on est dans ce domaine du Moncel. Là, c'est le château qui a connu une longue histoire. C'était d'abord le château d'un Français d'origine allemande, Oberkampf, qui crée le papier peint, là, ce qu'on appelle la toile de Jouy, puisqu'on est à Jouy en Josas, dans le sud de Paris, dans le département des Yvelines. Ça a été, pendant la dernière guerre, occupé par la Luftwaffe. Ensuite, ça a été un collège où l'écrivain français Modiano, qui a eu récemment le prix Nobel de littérature, a souffert. Et puis ensuite, c'était racheté par un mécène, Jean Hamon. Et c'est à ce moment-là que tous ces artistes viennent installer leur réalisation, et que donc est creusée cette fameuse tranchée. Ce qui nous ramène donc à nos visions de l'archéologie qu'on avait au début. Mais cela dit, l'intérêt des archéologues pour l'art contemporain existait déjà, enfin du moins à partir du début des années 2000, oui, au moins, non pas dans le domaine francophone, mais au moins dans le domaine anglophone. Bon, le célèbre archéologue Colin Renshaw, qui est un des plus gradés dans les archéologues de rang international vivants, a écrit ce livre justement sur les relations entre archéologie et art contemporain, Figuring It Out. Et puis là aussi, ce livre collectif, Substance, Memory, Display, Archaeology and Art, par un groupe d'archéologues anglais. Alors, de fait, c'est à partir de ce moment-là que, jusque-là, c'est plutôt les artistes qui ont cette démarche archéologique, hein. Et là, les archéologues commencent à s'intéresser à l'art contemporain, justement parce que l'art contemporain a une démarche archéologique, ce qui n'était pas du tout le cas de ce que-là. Et ça commence d'abord chez les anglo-saxons qui, avec un certain nombre d'excès parfois, mais en tout cas souvent des préoccupations d'ordre théorique
plus délié, plus aventuré que le domaine germanique ou le domaine francophone. De fait, là, c'est pas une œuvre d'art, mais on pourrait le penser comme tel. Là, quand on parle du land art, donc de l'art créé dans le paysage, là, c'est juste des sondages archéologiques de l'INRAP préalables à une fouille, mais ça pourrait être de l'art, hein, comme ici, pas très loin d'ici, quand il y a eu les fouilles sur le canal, on pourrait prendre ça pour de l'art. Et symétriquement, des artistes comme le Suisse Urs Fischer, qui, dans une galerie new-yorkaise, fait un grand trou recouvert d'un hangar et présenté comme une œuvre d'art contemporain. Il s'agit d'un artiste relativement célèbre, enfin, qui expose très souvent dans le cadre de la Biennale de Venise. Où là, un artiste japonais, Masao Okabe, qui s'est intéressé à ce qui reste de la gare de Hiroshima, donc détruite par la première bombe atomique jamais lancée sur une population civile, et l'avant-dernière. Et donc il ramasse à la fois des herbes folles qui poussent encore sur ce quai de gare, et puis il fait des frottis du quai, du bord du quai, pour en produire une œuvre. En France, vous avez deux artistes, Anne et Patrick Poirier, qui ici, c'est une installation à Avignon, il y a une dizaine d'années. Donc, c'est pas très facile à comprendre parce que ça se passait dans le noir. Et vous aviez à la fois au sol, c'est des miroirs. Vous avez une échelle qui monte, et puis d'authentiques morceaux archéologiques antiques et médiévaux prêtés par le musée d'Avignon qui sont posés ici, et avec cette question du temps, justement autour de, donc comme réflexion sur le temps. Donc les voilà tous les deux, Anne et Patrick Poirier, et qui depuis les années 70 fabrique notamment de faux sites archéologiques, fabrique ici un petit théâtre et toute une ville. Donc, c'est une démarche relativement isolée et en même temps tout à fait originale. Là, dans un autre genre, Christian Boltanski, c'est une œuvre qui est régulièrement présentée au Musée d'Art Moderne Centre Pompidou, Beaubourg, à Paris. Donc, ça s'appelle Réserve, avec tous ses vêtements. Et c'est une évocation de la Shoah, où quand les Juifs arrivaient, étaient sortis des wagons à bestiaux, devaient abandonner leurs vêtements pour revêtir l'uniforme des déportés. Et il a refait ça en encore plus grand, où régulièrement, tous les 2 ans, dans le Grand Palais à Paris, série qui s'appelle Monumenta, parce que justement c'est monumental. Et donc il y a eu un certain nombre d'artistes qui ont exposé à chaque fois des choses démesurées, comme Yanis Kapoor, par exemple. Donc Boltanski a fait cette œuvre qui est un énorme tas de vêtements, où il y avait une grue qui... sans arrêt, marchant tout seul, larguait indéfiniment des vêtements qui étaient justement l'évocation directe de ces tas de vêtements dans les camps de concentration. Alors, ces accumulations peuvent être des fois prendre plusieurs sens, puisque Armand, lui, là, c'est une accumulation de montres qui a l'air tout à fait basique, et il ne voulait rien dire de plus. Il appelle ça un gros ouvrable. Mais là, vous avez un photographe autrichien qui s'appelle Arno Giesinger, qui lui montre toute une série de montres. Donc, ça paraît comparable, mais là, c'est les montres qui ont été récupérées au Oradour-sur-Glane, qui est un des villages qui a été fait l'objet d'un massacre en juillet 1944 par une division SS dans le centre de la France, où les 600 habitants ont été rassemblés
les hommes fusillés, les femmes et les enfants enfermés dans l'église à laquelle on a mis le feu. Il y a eu 1 ou 2 rescapés. Et donc, ça, c'est tous les objets archéologiques, si on veut, qui ont été rassemblés, qui sont photographiés par Giesinger. Plus récemment, là, à Arles, une fouille dans le Rhône, on a retrouvé un buste attribué à tort ou à raison à César, toute une série d'objets. Et en même temps qu'il y avait cette exposition strictement archéologique, d'objets certains très bien conservés, parce qu'au fond du Rhône, près de l'embouchure du Rhône dans la Méditerranée, eh bien, les organisateurs avaient demandé aussi à un artiste américain, Mark Lyon, qui s'intéressait directement à l'archéologie, de faire une sorte de contre-exposition archéologique. Le texte était un peu long, mais vous obtenez ce qui était en gras. Et un travail d'artiste, ce n'est pas de faire plaisir au public, ce n'est pas de rendre le public heureux, c'est d'aller contre la culture dominante et de challenger, comme on dirait en français, de défier la perception. Et je pense que il est éminemment important, réellement important pour un artiste d'avoir une fonction culturelle d'agitateur. Et ça rejoint ce que le point de vue des nouveaux réalistes qui se définissaient comme des objecteurs aussi, en jouant sur les mots, sur le fait qu'à la fois ils s'occupent d'objets matériels, donc ils récupèrent, mais en même temps ils font objection à une forme traditionnelle de l'art. Donc voilà des exemples de cette contre-exposition de Mark Lyon. Ici, il a fabriqué un faux cabinet de curiosité identique avec des objets qu'il a empruntés dans les musées du Cru. Là, il a fabriqué un faux laboratoire de conservation. Ici, il a fabriqué une grande table lumineuse. Là, c'est le dessin, et ça, c'est ce que ça donne en photo, sur laquelle il a posé toutes sortes de tessons, de bouteilles, de poteries qu'il a ramassées sur les bords du Rhône, en longeant les bords du Rhône. Donc des objets effectivement archéologiques. Alors c'est aussi quelque chose qui peut rapprocher de certaines pratiques humaines. Il y a une exposition au musée du Quai Branly, donc au musée d'ethnographie à Paris, Recettes des dieux, sur tout ce qu'on appelle, faute de mieux, les fétiches africains, mais il y a l'équivalent à Bruxelles, ou en Afrique, dans les procédures de divination, on ramasse toutes sortes de détritus qu'on met ensemble et qui vont permettre de rentrer en contact avec les puissances surnaturelles. Donc ici, un sac de devin, ici avec toutes sortes de débris précieusement ramassés dans un tissu et qui vont permettre de mettre en place des procédures de divination. Ici, là en Angola, à gauche à Madagascar, avec ces ciseaux, ces clous, tous ces morceaux de ferraille. Et évidemment, on est tenté de le mettre en relation avec des œuvres d'art réelles. D'un artiste français qui s'appelle Michel Nedjar, fabrique, il appelle des poupées, qui sont justement des choses qu'il ramasse dans la rue et qu'il accumule. Et ça a donné, il a participé à un colloque organisé par une psychanalyste, Céline Masson, qui s'appelait Schmattès, la mémoire pour le rebut. Schmattès en yiddish, c'est le bout de tissu, parce que tradition des tailleurs dans le monde juif ashkénaze. Et on tenait un colloque justement sur le rôle de ces débris dans la mémoire et aussi dans l'art. Puisqu'on parlait de psychanalyse, donc comme vous savez, Freud, beaucoup intéressé à l'archéologie, il se vantait d'avoir plus de livres d'archéologie que de livres de psychologie. Donc il est là dans son bureau à Vienne,
il a réussi à être exfiltré par sa disciple Marie Bonaparte, a échappé à la Shoah de justesse en 1938. Là, il est dans son bureau à Vienne et vous voyez, il est entouré d'objets archéologiques. Il avait une collection de 2000 objets archéologiques. Là, c'est le fameux divan. Et vous voyez que tout autour, il y a toutes sortes d'objets. Et il s'est intéressé notamment à un bas-relief qu'on appelle la Gradiva. Il a fait tout un essai à partir d'une nouvelle d'un écrivain allemand, Jensen, et à partir où il parle ça se passe à Pompéi, dans la nouvelle de Jensen, et Freud fait une interprétation justement de la Gradiva de Jensen. Donc ça se passe à Pompéi, cette histoire, et ce bas-relief était au-dessus, on ne voit pas ici, mais il était au-dessus du vivant de Freud. Et un critique d'art français, Alain Geoffroy, a considéré que le déjeuner sous l'herbe, justement, a été une sorte de Pompéi mentale. Donc je reviens maintenant plus en détail au déjeuner sous l'herbe, puisque j'en ai fait la fouille. Donc déjeuner sous l'herbe, c'est évidemment une référence à un célèbre tableau d'Édouard Manet qui s'appelle Le déjeuner sur l'herbe. La couverture a servi aussi au livre du sociologue Pierre Bourdieu qui s'appelle La domination masculine, parce que comme vous le remarquez, les messieurs sont habillés et les dames sont nues, donc on peut aussi le voir comme ça, mais ce n'était pas le sujet de Schkery. Mais ce thème du déjeuner sur l'herbe est un vieux thème du pique-nique, etc. Un vieux thème dans la peinture occidentale. Vous avez là le Christian, concert pastoral. Les dames sont toujours déshabillées également ici. Il y en a aussi chez Monet, chez Tissot, chez Watteau. Donc c'est un thème récurrent. Donc c'est pour ça que Schkery a choisi ce nom. Mais il appelle aussi, comme je vous l'ai dit, l'enterrement du tableau piège, parce qu'il veut se débarrasser de ce procédé. Donc en avril 1983, dans le parc de ce château du Mussel, il avait abrité l'inventeur de la toile de Juilly, l'armée allemande et un collège d'adolescents dans les années 60. Donc il fait dresser une longue table pour inviter 120 personnes des milieux branchés de l'art de l'époque, et il établit un menu qui est un menu essentiellement d'abats, de tripes. Vous voyez que vous avez saucisson d'âme, mamelle fumée, andouille de vire, rate aux oignons, tripes de fesses de veau, animal de bélier, oreille, queue, etc. Donc des abats. Donc il organise, le voilà. Ici, il organise le repas, il est à l'extrémité de la table. Et donc on sert toutes ces tripes. Et on commence à manger. Chacun a été prié, on savait que ça allait être enterré, donc était prié d'apporter sa propre vaisselle et d'apporter des objets personnels destinés à rester. Et donc Schkery apporte une petite dînette d'enfants que vous avez ici. Donc vous voyez l'ensemble de la tablée. Et là, il fait creuser, loin de là, cette grande tranchée de cinquantaine de mètres de long. Et au milieu du repas, il va donc donner l'ordre d'attraper le plateau des tables et de le porter dans la tranchée et de le poser donc, tel quel, intact au fond de la tranchée. Et puis là, on va commencer à reboucher d'abord à la main et puis ensuite la pelleteuse finira le travail. Donc on rebouche l'ensemble de la tranchée et plus rien ne se passe ensuite jusqu'en
jusqu'à cette fouille de 2010. Donc en 83, Speury avait dans l'idée de faire une fouille archéologique. Donc il était vraiment dans cette démarche de qu'est-ce qui reste. On enterre, on se débarrasse du tableau piège, mais on a l'idée du travail sur les objets. Et il y avait un archéologue qui participait au banquet, Éric Godet, on était étudiants ensemble, et qui devait se charger de faire la fouille. Et puis Éric Godet s'est converti, est devenu moine, et moine trappiste à Berlin, et donc la fouille est tombée à l'eau. Et donc dans un documentaire, un film qui est consacré à Daniel Speury, Speury raconte cette histoire et il dit eh ben oui, quand on trouve Dieu, on perd les assiettes. Et il ajoute c'est dommage parce que ça aurait pu être les premières fouilles archéologiques de l'art moderne. Et donc un ethnologue, un anthropologue, Bernard Müller, voit par hasard ce film et se dit mais il faudrait reprendre la fouille, reprendre cette idée de la fouille. Donc il a contacté Speury qui a dit bah oui, pas de problème. Et puis par une série de hasards que je vous épargne, et comme moi de mon côté je m'intéressais déjà à cette problématique archéologie, art contemporain, on s'est rencontrés, mais comme vous savez, comme on dit les surréalistes, il n'y a pas de hasard, c'est le hasard objectif, et on a entrepris donc la fouille. Là, on est en 2009, donc Daniel Speury est là. Voilà toujours le fameux château. Et la première chose intéressante, c'est que on ne voit plus le château. Le propriétaire du domaine était en faillite. Il a d'ailleurs été condamné pour escroquerie quelques temps après. Et c'était en friche et on ne voit plus du tout où est la tranchée. Parce que dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, l'année d'après l'enterrement du tableau piège, à partir de 84, et pendant une dizaine d'années, c'était le lieu de la Fondation Cartier pour l'art contemporain. Donc il y avait des tas d'expositions, etc. Et puis la Fondation Cartier, donc Cartier, comme vous le savez, c'est un objet de luxe, a préféré se rapprocher de Paris et est installé actuellement à côté de la place de l'Enfer Rochereau, si vous voyez où c'est, et donc a abandonné cet endroit. Donc le domaine est un peu tombé des études. Donc on va voir les premiers temps, celui du temps de la Fondation Cartier, la tranchée était matérialisée, mais ensuite, vous voyez, la friche a poussé. Donc il y avait Neva, bon, je ferai ici, il y avait un autre, des assistants, des gens qui ont assisté au repas, là, Peter Knapp, un photographe suisse qui était là, et puis j'ai eu une discussion, y compris au téléphone, avec Éric Godet, justement, bien qu'il soit papiste, on pouvait se téléphoner. Et donc tout le monde nous expliquait que la tranchée était quelque part par rapport, en parallèle au château. Donc, comme on est des archéologues sérieux, on a fait une prospection électromagnétique et on a vu que la tranchée devait être là, c'est-à-dire pas du tout parallèle au château, mais complètement oblique. Et on a fait comme on fait en archéologie préventive, donc on a commencé à faire des tranchées perpendiculaires par rapport à l'endroit présumé de la tranchée. On a vu apparaître une teinte effectivement plus brune, hein, et après les premiers objets archéologiques sont sortis, et évidemment à ce moment-là on a arrêté l'appel mécanique et on a commencé à faire une fouille de type paléolithique sur 6 mètres de la tranchée. On voit Daniel Speury ici qui est venu, qui assiste à la fouille, et puis ici François Renel, que certains d'entre vous connaissent, archéologue de l'INRAP et qui fouille également en Syrie et maintenant au Jordan. Donc voilà le plan de la fouille, ici avec les assiettes, bouteilles, enfin le plan d'une partie de la fouille, d'un mètre de fouille, et qu'on peut comparer, si on a envie, avec le plan que vous avez vu tout à l'heure du bureau de Speury dans ce petit volume sur
son bureau anecdoté du hasard. Pardon. On a fait également un enregistrement en 3D là, avec cette machine sur cette portion de 6 mètres. Donc vous voyez que on peut considérer même que c'est une œuvre d'art en soi, et ça permet ensuite de faire des tirages en imprimante 3D différentes dimensions. Et cette partie-là va aussi faire l'objet d'un moulage au latex, donc, que vous avez ici, et après d'un moulage en bronze. Parce que Speury, l'homme de l'éphémère, du hasard et du hit art, donc de l'art périssable, sur ses vieux jours, s'est mis, puisqu'il a maintenant 90 ans, s'est mis à faire du bronze, et il a un parc de sculptures près de Florence, Il Giardino di Daniele Speury, dans lequel il y a une centaine de sculptures en bronze, uniquement en bronze, de lui ou d'autres artistes. Donc on a fait ce tirage en bronze d'1 mètre, qui a déjà été dans plusieurs expositions, qu'il a fait en 3 exemplaires, une pour le fondeur, une pour lui, qui est exposée dans le Giardino, et le 3e qu'il a donné à nous en tant qu'archéologues. On s'était constitué en association pour le déterrement du tableau piège, et en général ces objets sont déposés à l'INRAP en vue d'exposition. Et puis donc ça c'était en 2010, et ensuite comme la fouille avait lieu une trentaine d'années après la performance, on s'est dit qu'on y reviendrait régulièrement tous les 30 ans. Faut continuer petit à petit la fouille, mais pour en laisser aux générations futures. Le problème, c'est que le domaine a été racheté par des promoteurs immobiliers qui en font un centre de conférence et qui voulaient creuser un amphithéâtre souterrain. Donc on a obtenu d'eux qu'avant de tout détruire, ils payent la fouille archéologique. Donc ça devenait une fouille préventive, dans la mesure où ils voulaient aussi attacher une image culturelle à ce centre de conférence, puisqu'il y avait la sculpture de César, la sculpture de Armand et d'autres réalisations d'art contemporain. Donc voilà, donc on est obligé de faire la fouille quasiment intégrale, sauf 2-3 mètres qu'on a coffrés et qu'on a déplacés pour les mettre plus loin. Donc il en reste, si vous voulez fouiller dans quelques années, il en reste encore un petit peu. Donc voilà cette fouille de 2016. Et là, c'est de nouveau la procédure du moulage, mais cette fois, un moulage de 8 mètres de long en bronze, qui donc un exemplaire se trouve déjà de nouveau dans le Giardino de Daniel Speury. Donc voilà des vues de détail de ces objets. Là, c'est le retour sur l'extrémité de la table avec la petite dinette ici, et que vous retrouvez ici, et donc les différents plats posés à extrémité qu'on a retrouvés. L'assiette ici en verre que vous voyez ici. Et puis maintenant, il y a un très grand trou, puisqu'il y a l'aménagement de cet amphithéâtre souterrain devant le château, qui lui-même a été entièrement relooké. Il y a une deuxième aile, enfin il y avait pour 50 millions de travaux en général, donc on ne devait que 40 000 euros pour faire la fouille. Donc voilà ce qu'il en est maintenant. Alors en 2010, ça a eu un certain retentissement dans la presse. Il y a eu très peu ou pratiquement pas de critiques. Il y a eu un vrai intérêt, en tout cas des médias. Il y a même un
eu un roman policier, un polar par Frédéric Mollet qui a eu une prix des... pas ce livre-là, mais avant, elle avait une prix du Quai des Orfèvres. Et donc, c'est un polar où, effectivement, on fait la fouille, l'INRAP fait la fouille, et il y a bien les tables, mais il y a aussi un cadavre. Donc, je ne vous raconte pas la fin. J'y suis décrit, d'ailleurs, mais je ne suis pas la fin. Je peux au moins vous spoiler là-dessus. Donc, quel est l'intérêt de la fouille? Il y a un intérêt taphonomique. On voit, je vous en montrerai tout à l'heure un gobelet en plastique, on voit ce qui reste au bout de 30 ans, et on a travaillé aussi avec des laboratoires d'analyse. Il y a des analyses qui ne sont pas toutes terminées. Il y a un intérêt, ce qu'on appelle rudologique, c'est-à-dire la gestion, cette fois pas du tout d'un point de vue archéologique, mais la gestion des déchets, comment on fait. Il y a un intérêt épistémologique qui est justement l'écart entre les souvenirs, puisque vous savez qu'on a de riches débats avec nos amis les historiens. Et les historiens ont longtemps considéré que la vérité, c'est ce qui est écrit dans les textes, et que nous, pauvres archéologues, on n'est que une discipline auxiliaire de l'histoire. Pausanias décrit Athènes, on fouille Athènes et on peut dire, vous voyez, que ça permet d'illustrer. Et même l'historien allemand Mommsen au XIXe siècle disait que les archéologues étaient les analphabètes de l'histoire, puisque ils n'avaient pas de texte. Et maintenant, on dit souvent que les textes sont partiels et partiaux, parce que ils représentent qu'une certaine partie de la société, donc épopée à la gloire des rois, textes religieux, etc. Mais sur la vie quotidienne, l'économie, la technique, l'histoire nous renseigne beaucoup, y compris pour des périodes récentes. Donc là, on pouvait, si on avait eu des textes qui nous décrivaient l'histoire, si les convives avaient laissé des textes, et là, par exemple, on a sur l'emplacement de la tranchée, tous auraient expliqué que la tranchée était bien parallèle. Sur les plateaux de table, j'ai demandé à certains des témoins est-ce qu'ils étaient en bois ou en aglo. Certains nous ont affirmé qu'ils étaient en bois, et ils étaient en aglo, certains, y compris Schpery, demandaient s'il y avait des verres en plastique, des gobelets. Il nous a dit non, pas du tout, alors qu'on en a trouvé. Donc, c'est effectivement microscopique, mais c'est intéressant de voir qu'en à peine 30 ans, vous avez déjà ce décalage, justement, entre l'oral qui pourrait devenir de l'écrit. Et si ensuite, dans 2000 ans, on aurait eu ces écrits, on aurait dit, vous voyez, il y avait une tranchée parallèle, etc. Alors, il y a aussi un intérêt sociologique, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les gens étaient censés apporter leurs objets, leurs couverts, et déposer des objets. Et on a pu vérifier que cette élite très branchée parisienne des années 80 était extrêmement radine, parce que c'était des vieilles assiettes ou des assiettes dites arcopales, donc vraiment pas chères, des gobelets, comme je vous l'ai dit, en plastique. Dans les objets personnels, il y avait une vieille brosse à dents, il y avait des pièces de monnaie pas chères, etc. Et c'est aussi, donc, comme on l'a dit en introduction, l'archéologie des banquets. Et puis, il y a aussi le côté esthétique, c'est-à-dire qu'on a poursuivi la performance de Schpery. Alors, donc, tout ça me paraît amplement justifier la démarche de plusieurs points de vue. Néanmoins, j'avais demandé, je suis un archéologue sérieux, donc une autorisation de fouille au ministère de la Culture, et cette autorisation m'a été refusée, non pas que ça interdisait de faire la fouille, mais ça voulait dire que ce n'est pas de l'archéologie, donc vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, on ne vous donnera pas une autorisation en tant qu'archéologie. Vous voyez l'avis définitive de la commission, puisque dans le système français, on passe par ce qu'on appelait avant des TIRA, commission interrégionale de la recherche archéologique, et qui
ça s'appelle maintenant des CTRA, commission, je ne sais plus quoi, de la recherche archéologique. Donc la commission dit cette demande de fouille programmée par son objet ne relève pas de la recherche archéologique telle que définie dans le Code du patrimoine. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de rapport, c'est pas de l'archéologie au sens que le Code du patrimoine, là où est définie l'archéologie, définit l'archéologie. Et puis en plus il y avait le texte initié par une gentillesse à mon égard quant à un débat sur la nature de l'archéologie et ses limites. Il est de fait faussé par la personnalité même du porteur du projet. C'est-à-dire, voilà. Alors, si vous regardez le Code du patrimoine, l'article L110E, vous voyez que constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges et autres traces de l'existence de l'humanité, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité, sa relation avec l'environnement naturel. Vous voyez qu'il n'y a rien qui donne, par exemple, une limite chronologique. De fait, actuellement, dans la législation française, le site le plus récent qui a été fouillé, il y en a eu deux, c'est des camps de prisonniers allemands après la Deuxième Guerre, donc datant de 1947-1948 en Normandie. Donc, là, on était en 1983, et j'ai un collègue qui a fouillé également des décors de théâtre, des films Podane, qui eux datent le film de Jacques Demy, qui date de 1961, était également refusé en tant que fouille. Donc la limite chronologique, pour l'instant, en France, elle est entre 1948 et 1961. Je vais évoquer maintenant, je ne vais pas me faire dépasser par le temps. Oui, je vais évoquer brièvement justement en quoi ça concerne l'archéologie, l'archéologie du monde contemporain. Et votre professeur m'a appris qu'en plus l'introduction que devait faire Gilles Bélan, vous n'avez pas pu la voir et vous l'aurez bientôt. Donc, je répète que l'archéologie, c'est aussi l'archéologie des poubelles modernes, qu'aux États-Unis, comme il y a bien une préhistoire des populations amérindiennes, mais pour l'histoire de la colonisation européenne, les archéologues américains ont été obligés, là encore les sources écrites ne sont pas suffisantes, de s'occuper de ce que James Nitz a appelé les small things forgotten, donc les petites choses, pour retracer l'histoire de la colonisation plus dans le détail, si on veut avoir des datations plus précises, le mode de vie, etc. Et en France, le débat a été posé en 1991 à propos de la tombe de l'écrivain Alain Fournier, qui a été tué dans les premiers jours de la guerre de 14. Et on a fini par identifier sa tombe. Il est ici au milieu, avec une vingtaine d'autres soldats français qui ont été morts dans les premiers jours de la guerre et qui ont été déposés dans une fosse commune, mais qui avait, dans le souvenir, s'était perdu et qui a été retrouvé à ce moment-là. Et il y a eu un débat, notamment au sein du Conseil national de la recherche archéologique, l'instance d'experts placé auprès de la ministre de la Culture, pour savoir est-ce que c'est le travail du service des inhumations militaires qui ramasse les cadavres de soldats au fur et à mesure qu'on les trouve, ou est-ce qu'on devrait faire une vraie fouille archéologique. Et la conclusion a été que ça relevait désormais de l'archéologie, si on voulait en particulier éclairer un peu plus en détail les circonstances du décès. Et là, il y a une fouille pas très loin d'ici, près d'Arras, à la fin des années 90, on voit une vingtaine de soldats anglais avec des constatations intéressantes. Par exemple, ces soldats venaient tous du même village et ils se tiennent par le bras, donc chacun. Donc, ce qui est un rituel, dont on n'a pas l'attestation par ailleurs, mais qu'on peut vérifier, enfin découvrir sur le plan archéologique. Et en plus, l'un de ces soldats avait une plaque et on a pu identifier son fils, le père était mort alors que le fils était un bébé, et le fils a pu enterrer son père des dizaines d'années après, ce qui prouve que
l'archéologie, au-delà de la science, a aussi un aspect humain et citoyen. Là, les vestiges récents du pavillon soviétique de l'exposition universelle à Paris en 1937, les statues avaient disparu à la suite de toutes sortes d'événements. Et petit à petit, donc, on s'est mis à classer monuments historiques toute une série de vestiges récents, comme ici la célèbre salle de spectacle de l'Olympia, qui a été classée monument historique, donc qui ne peut plus être bougé parce qu'il y avait des projets justement de promotion immobilière. Là aussi, le célèbre restaurant très branché qui s'appelle le Fouquet's, là où le président Sarkozy avait fêté son élection, qui devait aussi être réaménagé, comme ça appartient justement à la vie culturelle parisienne. Le bâtiment aussi a été classé monument historique. Et dans le cadre de l'archéologie industrielle, qui nous donne des renseignements sur toute la révolution industrielle et ses suites jusqu'à nos jours, souvent on découvre que des fouilles archéologiques, quand ça soit enfoui, soit en surface, nous renseignent au-delà des rares documents écrits qu'on sait lister. Et donc, c'est dernier au fourneau, quand ça fait la sidérurgie, c'est totalement arrêté, comme en Wallonie, mais c'est totalement arrêté, ou pratiquement totalement arrêté comme en Lorraine. Eh bien, ça a été classé et en même temps, on a fait le parc et un musée ethnologique pour le mettre en valeur. Et dans l'archéologie contemporaine, vous avez aussi tout ce qui relève du médico-légal, ce que les Américains appellent la forensic archéologie. Ici, les charniers de Srebrenica en Bosnie, où 8000 hommes adultes ont été assassinés par l'armée serbe. C'est les archéologues qui ont été mobilisés pour justement préciser, à partir du moment où on devait juger les criminels de guerre, préciser les conditions de la mort, même du général Mladic, et donc de tout le travail qui a été fait d'identification aussi avec l'ADN, et qui a permis donc à ces 8000 personnes de leur donner une tombe digne de ce nom. Alors là, on a vu, on s'est posé la question, est-ce que c'est de l'archéologie? Symétriquement, est-ce que c'est de l'art? La réponse, c'est que effectivement, toutes ces démarches maintenant font l'objet d'expositions de Parlement. Donc la première, à ma connaissance, qui a été faite, c'est le Centre Pascal, le musée d'art contemporain à Bienne en Suisse en 2011, donc qui s'est appelé justement Archéologia. Et vous avez un certain nombre d'artistes, donc vous retrouvez Marc Dayon ici, que vous avez vu tout à l'heure, Ai Weiwei, donc l'artiste dessinant chinois qui récupère un authentique vase néolithique chinois de la culture de Yangshao, qu'il a recustomisé de cette manière. Et là, le déjeuner sous l'herbe que vous avez vu tout à l'heure, donc une douzaine d'artistes qui étaient réunis et où il y avait ici soigneusement enveloppé des objets du déjeuner sous l'herbe et puis la projection continue du film de 52 minutes fait par Laurent Védrine sur cette photo. Donc voilà les objets avec tels qu'ils ont été conditionnés justement pour ne pas perdre non plus le conflit, et avec des cartels de type archéologique, cendrier triangulaire en matière vitreuse de couleur blanche, etc., en seconde moitié du XXe siècle, etc. Donc voilà quelques-uns des objets qui ont été découverts et qui ont été photographiés. Voilà la brosse à dents qui a été baptisée la Vénus de Jouy par les
les archéologues et qu'on voyait tout à l'heure sur le bronze, un verre, donc ce qu'on appelle Duralex en général dans les cantines. Vous voyez, ce n'est pas des objets de grande valeur. Et vous voyez le plastique parfaitement conservé au bout de 30 ans de mise en terre, de cendrier, une assiette en carton, oui, de dehors. Et là, le point de vue de Daniel Schpery sur ces objets, parce que quand on a fait ces expositions, toutes les expositions suivantes, s'est posé le problème de, comme pour toute œuvre d'art, de l'assurance. Est-ce que ce qu'on allait assurer, c'était 3-4 assiettes en carton ou pas cher? Donc, il y en avait pour 2-3 euros de valeur d'assurance. Ou est-ce qu'on assurait une œuvre de Daniel Schpery, un tableau piège sur le marché de l'art, c'est 25 000 à 30 000 euros. Là, comme on était en Suisse, qu'ils avaient de l'argent, ils ont préféré jouer la sécurité et ils ont assuré ces assiettes et ces gobelets en carton sur la base de 30 000 euros. Mais là, Schpery dit, donc il autorise toute exposition, etc. Et il dit les objets exposés en dehors de leur contexte initial de performance artistique, c'est-à-dire en dehors de la tranchée, ne peuvent être considérés comme l'œuvre originale et doivent être simplement considérés comme des archives documentant la performance originale. Ce n'est pas des objets d'art, ça ne peut pas être vendu sur le marché de l'art comme des objets très précieux, et c'était sous son justement Daniel Schpery. Cela dit, on pourrait considérer que c'est son point de vue à lui et qu'il pourrait penser autrement. Donc ça reste pendant, et là actuellement on travaille sur la publication de cette fouille, et j'ai demandé à un avocat spécialiste du droit de l'art, Emmanuel Pierrat, de faire justement une étude autour des problèmes posés par ceci. Donc là, il y avait ajouté, c'était au moment de l'exposition, la liste de tous les objets. Il y avait une exposition qui s'appelle le musée en herbe à Paris, qui est un musée pour les enfants, mais où il y a eu une exposition sur les nouveaux réalistes d'un point de vue ludique. Il s'appelait la banque Aniki, puisque Brigitte Saint-Phal était la seule femme, était en même temps la compagne de Tinguely. Donc vous avez la liste des artistes Armand, César, Christo, Deschamps, Neffel, Heinz Klein, Arès, Cotella, Schpery, Nikit Saint-Phal, Tinguely et Nileglet. Donc c'est une exposition qui a eu lieu dessus. Alors, dans les causes à l'origine des Jeunesse sous l'herbe, hier aussi, parce que Daniel Schpery, on donne plusieurs versions, et j'ai aussi un jour fait un pari avec l'artiste allemand qui s'appelle Konrad Klapek. Konrad Klapek, il ironisait sur les œuvres de Schpery en disant oui, tes trucs, ça accroché au mur, bah, ça va me dégrader petit à petit et il n'en restera rien. Et donc, Schpery dit qu'il lui a dit, bah, dans ce cas-là, on va chacun enterrer une œuvre. Toi, tu vas enterrer tes toiles. Là, derrière lui, c'est une toile de Klapek, et moi, je vais enterrer un déjeuner sous l'herbe. Alors, l'histoire ne dit pas si Konrad Klapek a enterré une toile. J'ai vu encore Daniel Schpery il y a 15 jours. Lui, il pensait qu'il ne l'avait pas fait. En tout cas, s'il l'a fait, il ne resterait pas grand-chose. Une des autres entrées, c'est le fait que Schpery a lutté avec sa famille, donc son père, sa mère et ses 5 frères et sœurs dans la ville de Iași en Roumanie. Et en juin 1941, il y a eu pratiquement le plus grand pogrom. Évidemment, les Allemands, de manière organisée, ont fait bien pire, mais il y a eu le plus grand pogrom où c'est les milices du régime d'extrême droite roumain à l'époque, les maréchal Antonescu, avec ses gardes de fer, qui ont assassiné 13 000 juifs et les ont jetés dans des grandes tranchées. Ils leur avaient fait creuser préalablement.
Et le père de Daniel Spurey, donc, qui s'appelait Isaac Feinstein, a été donc jeté dans l'une de ces fosses. Et la mère, qui elle était suisse allemande et protestante, a réussi en baptisant à emmener ses 6 enfants quelques mois après, à les ramener en Suisse. Et c'est pour ça que tout à l'heure vous avez vu que Spurey signait le manifeste du nouveau réalisme, il est signé du nom de Spurey Feinstein, parce que Spurey, c'est le nom de sa mère qu'il a gardé, mais de temps en temps il a rappelé aussi le nom de son père. Cela dit, il avait de très mauvais rapports avec son père, tel qu'il l'avait raconté, je crois qu'on le voit dans le film aussi, parce que le grand-père lui-même était un dignitaire de la communauté juive, on appelait un cantor, qui organisait les chants, etc. Et le père, lui, par opposition à son propre père, s'est converti. Et dans un pays orthodoxe, en plus, s'est converti au protestantisme, justement, du fait de la rencontre avec sa femme. Et donc, le père et le fils avaient très mauvais rapport. Daniel Spurey m'a dit que son père, quand le grand-père venait à la maison, le père lui servait des tripes exprès pour l'embêter, et le père de Spurey voulait que son fils devienne pasteur. Et Daniel Spurey m'a dit, je détestais mon père. Et détester votre père, il est assassiné, ça devient compliqué. Et Spurey lui-même n'a pas une enfant, mais une enfant, et vous avez vu tout à l'heure que l'objet déposé par lui, c'était cette petite dinette d'enfant. Cela dit, j'en ai reparlé il y a 15 jours et il s'en souvenait pas, mais comme vous savez, les souvenirs. Voilà, et je donne quelques autres exemples d'artistes contemporains pour une démarche archéologique. Esther Chalais-Gertz, autour des fouilles qui ont eu lieu dans le camp de concentration de Buchenwald, où il y a eu des fouilles, on a retrouvé un certain nombre d'objets. Ici, par exemple, un double décimètre qui a été retravaillé pour faire un peigne. Et là, la fouille d'un débarrassement. Ici, une œuvre aussi d'Esther Chalais-Gertz avec son mari, Jochen Gertz, qui s'appelle le Monument contre le fascisme à Hambourg. C'est une grande colonne de 14 mètres de haut, recouverte de plaques en plomb, et puis sur lequel les gens pouvaient écrire des choses qu'ils voulaient graver avec un poinçon. Et au fur et à mesure qu'il y avait de place, la colonne, petit à petit, était enfoncée dans le sol. Si bien que maintenant, il ne reste plus que le haut de la colonne, on ne voit plus rien. Donc le monument est devenu un objet archéologique à fouiller un de ces jours. Et Jochen Gertz a fait une autre démarche comparable. Là, on est à Saarbrück, en Saarbrücken normalement, le château de Saarbrück où logeait la Gestapo pendant la guerre. Et avec ses élèves d'une école d'art, chaque nuit, il allait clandestinement, il décellait un pavé, il gravait dessus le nom d'un des 2200 cimetières juifs vandalisés par les nazis, et il le remettait en place. Donc ici, il écrivait et il le remettait en place. Si bien qu'à la fin, ça s'est su, et la municipalité de Saarbrück l'a assumé, et que la place en question est devenue la place du monument juif, Platz des Unsichtbaren. Et pour en terminer, juste une action à laquelle j'ai été associé, parce que quand on a fait cette fouille de 2010, ça s'est su, et j'ai été contacté par un centre d'enfants recueillis, d'enfants se trouvant dans des conditions sociales catastrophiques, donc un pensionnat à Boulogne-sur-Mer, qui s'appelle la maison des enfants de la Côte d'Opale, où les responsables ont décidé de faire avec les enfants une démarche du même type,
donc ils ont appelé petit déjeuner sous l'herbe, où ils ont installé dans une fosse des tables, la nourriture de leur petit déjeuner, des objets personnels, etc. Et tout ça, ensuite, donc voilà, les enfants, l'ensemble de ce qui a été déposé, et l'ensemble ensuite a été entièrement recouvert. Et maintenant, on trouve seulement ça, donc ça a été délimité ici. Il faut qu'on sache, et donc c'était en 2010, donc on a prévu de faire une première fouille en 2030 et une deuxième en 2050. Mais comme on s'était aperçu on avait vu que finalement la performance de Sperry avait failli être complètement oubliée et à l'heure actuelle elle aurait été détruite justement à cause du rachat du domaine. Donc on essaie de perpétuer le souvenir de ça. Donc tous les ans, à la date anniversaire qui s'appelle le 2 juillet, et sur 2-3 jours, on organise les journées de l'enfance où il y a un colloque scientifique, il y a des enfants font du théâtre et il y a un repas collectif avec tous les anciens pensionnaires qui ont quitté ensuite cette maison pour commémorer cette chose, puisque c'est dit après tout, théoriquement c'est des institutions, mais toute institution peut disparaître. L'INRAP était engagé, mais l'INRAP a parfois été menacé. C'est une institution départementale, mais il est question que les départements disparaissent. Le CNRS a été aussi impliqué là, mais le CNRS aussi, il peut être éphémère. Donc, on travaille aussi sur cette perpétuation du souvenir. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie.